Bonjour, j'espère que la colle s'est bien passée. Du coup, on va commencer par la correction. Alors, QCM1. Donc, concernant les probabilités, on va, on va directement aller au prochain, enfin, à l'item A, on va commencer. Donc, item A. L'item A, il était vrai. Donc, il faut bien que vous fassiez attention aux signes et ou. Donc, dans la formule du cours, vous avez une intersection. Mais si vous passez la formule dans l'autre sens, vous allez avoir une union. Il ne faut pas que vous fassiez attention aux signes, mais que vous voyez que dans la formule, on peut bien interchanger les, petites, les petits machins. Ensuite, l'item B, il était faux. Ça aussi, il faut faire attention des événements incompatibles. C'est-à-dire que si on a un événement A qui s'est produit et un événement B, on peut pas avoir, s'ils peuvent pas se passer les deux en même temps, leur probabilité qu'on ait et A et B, elle sera nulle, elle sera pas égale à 1. Ensuite, l'item C, la probabilité que A soit réalisé sachant que B, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, c'est la formule du cours, P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. Voilà, c'est les probabilités conditionnelles. Ensuite, lorsque vous avez un problème avec des probabilités conditionnelles, vous pouvez réaliser un arbre, ça vous permet de mieux visualiser toutes les données et puis d'aller plus vite lorsque vous faites vos exercices. Ensuite, le théorème de Bayes, qui est dans l'item E, il est vrai. C'est une formule du cours également. Du coup, les items, c'était ACDE. Okay. QCM2. Je vais vous lire l'énoncé pour que vous puissiez voir où est-ce qu'il fallait prendre les données importantes. Donc, l'été n'était pas encore tout à fait fini, les jours sont encore chauds et les passes et les passeuses ont besoin d'un peu de motivation pour aborder cette année difficile. Par chance, un glacier apparaît juste devant la BU. Il propose des glaces encornées. Donc, les glaces encornées, c'est l'événement C. Donc, il faut bien que vous notiez les événements, enfin tout ce qui se passe. Donc, l'événement C, c'est les glaces encornées ou en pot, les notés P. Et vous avez 3 parfums, fraise, vanille et menthe. Quand un étudiant se présente au glacier, la probabilité qu'il choisisse un cornet est de 0,7. Donc notez bien toutes les informations. Sachant qu'il choisit un cornet, il y a 45% de chances qu'il prenne une fraise. Donc ça aussi bien à faire attention, c'est une probabilité conditionnelle. Sachant qu'il prend un cornet, il a 0,45% de chances qu'il prenne que le parfum soit de la fraise. A l'inverse, un étudiant qui choisit de prendre un pot aura 56% de chances de choisir de la vanille. C'est pareil. S'il prend un pot, il a 0,56 chances de prendre le parfum vanille. Donc là, pareil, quand vous avez un énoncé comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire un arbre et noter également toutes les données importantes de l'énoncé. Donc là, vous avez toutes les données pour pouvoir résoudre l'énoncé. Donc, vous avez P de C. Voilà. Je vais mettre l'arbre, c'est plus facile pour voir. Donc, vous avez la probabilité de C. Donc, la probabilité pour qu'il prenne un cornet. Ça, si je vous dis pas de bêtises, ça y est dans l'énoncé. Oui. Donc, la probabilité qu'il prenne un cornet, c'est de 0,7. Vous mettez dans les 0,7. Et vous savez après que la somme des probabilités de chaque branche d'un arbre est égale à 1. Donc, si vous avez que la probabilité qu'il prenne un cornet est égale à 0,7, la probabilité qu'il prenne un pot est égale à 1 moins 0,7, donc à 0,3. Et vous faites pareil avec les données de l'énoncé pour remplir l'arbre en totalité. Après, vous allez voir que dans l'arbre, il y a des petites données que vous n'allez pas pouvoir remplir directement en faisant 1 moins. Là, vous allez devoir utiliser les formules du cours. Par exemple, on vous dit, sachant qu'il a pris un cornet, il a 45% de chances que le parfum soit de la fraise. Donc, ce que vous avez là dans cette phrase, c'est la probabilité qu'il ait pris un cornet, la probabilité qu'il ait pris de la fraise, sachant qu'il a pris un cornet. Donc, c'est la branche que vous avez en haut. Je vais la pointer là, la branche que vous avez là. Donc, vous allez remplir 0,45. Mais là, vous ne pouvez pas faire 1 moins 0,45 pour trouver, parce qu'il y a deux autres branches. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez
utiliser les formules du cours en faisant, si je vous dis pas de bêtises, non. Vous avez cette probabilité-là qui est donnée dans l'énoncé. Donc, c'est la probabilité qu'il ait pris M, sachant C. Donc, 0,23. Et là, vous pouvez remplir le 0,32 en faisant 1, moins 0,45, moins 0,23. Pour les probabilités qu'il y a juste en dessous, vous allez faire pareil. Vous allez remplir avec les données de l'énoncé. Donc là, c'était la phrase qui venait juste après, avec le 0,56. Après, en fonction de ce que vous avez dans les items, vous allez voir que vous allez pouvoir remplir l'arbre en fonction. Donc, item A, c'était la probabilité qu'il ait pris un cornet et que ça soit de la fraise. Là, vous utilisez la formule des probabilités conditionnelles. Donc, P de A inter B est égal à P de B fois P de A sachant B. Donc, là où vous remplacez les A et B par ce que vous avez dans l'énoncé, et vous allez retrouver 0,315, oui. Ensuite, la probabilité qu'un étudiant choisisse une glace en pot et à la menthe. Donc là, vous cherchez P de la probabilité qu'il ait pris un pot et qu'il soit à la menthe. Donc là, vous allez utiliser, pour ça, vous allez prendre la probabilité de M qui vous est donnée dans l'énoncé. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous connaissez P de M et vous savez que P de M, c'est P de C inter M plus P de P inter M. Il vous suffira de chercher P de C inter M en utilisant la formule des probabilités conditionnelles que vous avez utilisée juste au-dessus, c'est toujours la même. Et là, vous pourrez ensuite trouver, en passant P de C inter M de l'autre côté, vous allez pouvoir trouver P de P inter M. Je vais y arriver. Vous remplacez par les données que vous aviez. Donc, P de M est dans l'énoncé, c'est 0,2. P de C, vous l'avez trouvé tout à l'heure, je vous l'ai dit, 0,7. Et P de M sachant C, aussi, il est donné dans l'énoncé, c'est 0,23. Et vous faites le calcul et vous allez trouver 0,039. Ensuite, la probabilité que la glace soit à la fraise, sachant qu'elle est en pot, est 0,31. Cet item-là est vrai. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'on cherche P, la probabilité que ça soit de la fraise, sachant qu'il est en pot. Donc là, vous allez utiliser l'arbre. Tout à l'heure, je vous ai dit que la somme des branches issues d'un même nœud est égale à 1. On a déjà, si je ne vous dis pas de bêtises, on a déjà P de V sachant P. Oui. Donc on a déjà P de V sachant P. On va calculer P de M sachant P. Oui, c'est ça. Et ensuite, une fois que vous aurez calculé ça, vous n'aurez plus qu'à faire 1 moins, en passant tout ce qu'il vous faut, P de V sachant P de l'autre côté, et P de M sachant P de l'autre côté. Donc là, vous allez utiliser la formule de probabilité conditionnelle que vous allez adapter en fonction de ce que vous cherchez. Donc là, vous cherchez P de M sachant P. Dans cette formule, vous allez passer le B de l'autre côté. Donc là, c'est une multiplication, donc vous le passez en quotient. Ensuite, du coup, vous allez chercher P de P, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous faites 1 moins P de C. Vous calculez, pour calculer P de F sachant P, vous faites 1 moins P de V sachant P et moins probabilité de M sachant P. Donc vous l'avez calculé et vous allez trouver 0,31. Du coup, l'item était vrai. Ensuite, vous cherchez la probabilité que ça soit pas de la vanille. La barre en au-dessus veut dire l'événement contraire. Donc, si vous avez juste P de V, c'est la probabilité que ça soit de la vanille. Et là, vous cherchez la probabilité que ça soit pas de la vanille. Donc, ça revient à chercher la probabilité que vous ayez soit de la fraise, soit de la menthe. Oui. Donc, pour ça, P de M, vous l'avez dans l'énoncé. P de F, vous allez utiliser la formule qu'il y a juste ici. Donc, en faisant P de C inter F plus P de P inter F. Et une fois que vous aviez fait ça, il vous suffit juste de faire P de F plus P de M. Et vous allez trouver 0,608. Du coup, l'item était faux. C'était pas égal à 0,8. Item E, la probabilité que la glace d'un étudiant soit un cornet ou de la fraise.
Là, vous cherchez P de cornet ou fraise. Vous allez utiliser la formule des probabilités totales en faisant P de cornet plus P de fraise moins P de cornet interfraise. Voilà. Et du coup, vous utilisez la formule comme tout à l'heure. Et donc, P de C, vous l'avez P de C, vous l'avez dans l'énoncé. P de F, on l'a calculé tout à l'heure. Et P de C inter F, il vous suffit de réutiliser cette formule qui est ici, en décomposant ce que vous avez là. Et vous allez pouvoir tomber sur P de C ou F qui est égal à 0,793. Du coup, les items vrais étaient A, B, C, E. Voilà. Salut à tous, on va passer au QCM3. C'est un QCM pareil sur les probas avec un petit peu de partie court. Donc vous en avez fait beaucoup avec Adriana, donc on va essayer de passer vite. Donc vous avez le choix entre un steak végétarien, une dinde et un poisson. Et après avoir fait le choix de la viande, vous avez le choix de l'accompagnement. Donc qui était soit des haricots, soit du riz. Donc haricots et riz, ce sont des événements incompatibles. Donc c'est pour ça qu'à l'item A, on peut utiliser le théorème de Bayes. Théorème de Bayes, dont la formule à l'item B était bien vraie. On peut utiliser la formule aussi P de D sachant H est égal à P de D inter H sur P de H. Ça va plus vite et ensuite vous pouvez développer. Moi je préférais que c'était plus facile de la retrouver plutôt que de la retenir par cœur. QCMC, du coup, on a juste à remplacer dans la formule par les données. Donc voilà. Ensuite, pour trouver P de H, sachant D, on faisait, sachant que une fois qu'on a pris de la dinde, on avait le choix entre les haricots et le riz. Donc, on est dans la même branche. C'est pour ça qu'on peut faire, pour avoir des haricots sachant la dinde, on peut faire 1 moins le riz sachant la dinde. Et ainsi de suite pour le reste, parce qu'on est sur la même branche. On réutilise le théorème de Bayes pour retrouver ce qu'on cherchait. Excusez-moi. Donc ça c'était pour la question précédente. Donc maintenant on cherche désormais à calculer quelle est la probabilité qu'un étudiant ait pris du poisson sachant qu'il a pris du riz. Donc c'est P de P sachant R. Donc pareil on peut réutiliser le théorème de Bayes en faisant P de P sachant R est égal à P de P inter R divisé par tout le reste. Et comme ça, c'est plus facile de le retrouver comme ça je trouve. Après c'est parce que la formule comme ça quand on la voit elle fait un petit peu peur. Donc en remplaçant dans la formule on trouve 40%. Et donc l'item D était faux et l'item E était vrai. Les réponses étaient A, B, C, E. QCM 4, donc ça c'est beaucoup du cours. Item A, les caractéristiques extrinsèques d'un test sont la sensibilité et la spécificité. Alors c'est faux, il faut faire attention entre extrinsèque et intrinsèque. Pour retenir, moi ce que je peux vous dire c'est que sensibilité et spécificité c'est intrinsèque et c'est comme indépendant. C'est la première chose qu'on voit dans le cours, donc c'est le 1. 1, indépendant, intrinsèque. Moi, je le retenais comme ça. Donc voilà, les caractéristiques intrinsèques, c'était la sensibilité et la spécificité. Et extrinsèques, c'était les valeurs prédictives positives et négatives. Ensuite, un test avec une bonne sensibilité n'admet que très peu de faux positifs. Ça, c'était faux, elle admet peu de faux négatifs. Parce que dans la formule de la sensibilité, on a le faux négatif qui est au dénominateur. Et donc le but, c'est que le dénominateur soit très faible, soit petit comparé au numérateur pour avoir une sensibilité élevée. QCMC, par contre, il est vrai, la sensibilité et la spécificité sont indépendantes de la prévalence de la maladie. Donc c'est ce que je vous disais au début. Sensibilité et spécificité, c'est ce qu'on voit en premier, c'est le 1, donc indépendant et intrinsèque. Donc voilà, on le répète. Pour l'item D, un test sensible est préférable pour confirmer un diagnostic et un test spécifique pour le dépistage, c'était l'inverse. Un test sensible, c'est pour le dépistage et un test spécifique, c'est pour confirmer un diagnostic. Et un test sensible, c'est plutôt pour des maladies graves mais curables. Et un test spécifique, c'est plutôt pour des maladies dont le traitement aura des conséquences graves sur votre corps, comme par exemple la chimiothérapie. Il vaut mieux un test du coup
spécifique pour vraiment éliminer cette maladie et avoir peu de faux négatifs. Et pour l'item E, plus le seuil de positivité d'un test est élevé, plus le pourcentage de vrais négatifs augmente et plus le test est spécifique. Alors pour ça, moi je vous conseille vraiment de refaire ce petit schéma. Ça aide beaucoup, vous avez tout de posé et du coup vous n'avez plus qu'à faire bouger votre barre du seuil. Là on dit qu'il faut augmenter le seuil, donc on le déplace vers la droite. Et donc on voit que le nombre de faux positifs diminue et que le nombre de vrais négatifs augmente. Donc la spécificité augmente. Voilà, je vais laisser la parole. C'était les réponses CE et je laisse la parole à Marie. Donc bonjour à tous, donc je vais corriger le QCM 5 et 6. Donc pour ces deux QCM, on nous parle à terme une dégénérescence musculaire et que de nombreux traitements sont possibles. Donc déjà pour ce genre de QCM, c'est bien de faire un tableau de contingence qui reprend toutes les données de l'énoncé pour ne pas se perdre. Donc on nous disait qu'en tout il y avait 85 personnes. Donc dans le tableau vous avez ici les tests s'ils sont positifs ou négatifs et s'ils sont malades ou non malades. Donc au total nous avons 85 personnes, donc on peut mettre le total ici. Après on nous dit qu'il y a 62 malades, donc on met 62 ici. Après les malades avec un test négatif, donc ça représente les faux négatifs, donc on les met ici, ça fait 6. En tout on a 67 tests positifs, donc on les met ici. Après les non malades, on peut les calculer en faisant 85 moins 62, puisqu'on avait ces deux données, et ça nous fait 23. Pour les malades avec un test positif, donc ça représente les vrais positifs, donc 62 moins 6, ça fait 56 ici dans cette case. Après, pour les tests négatifs, on peut faire 85 moins 67 et ça nous fait 18 et on le place ici. Pour les non malades avec un test négatif, donc ça représente les vrais négatifs, donc on peut les mettre là en faisant 18 moins 6. Et pour les non malades avec un test positif, donc ça représente les faux positifs, et ça nous fait 23, donc ici, moins 12. On pouvait aussi trouver en faisant 67 moins 56, et ça nous fait 11. Donc item A, on nous disait les personnes malades et testées négativement sont notées faux positifs. Donc ça c'est faux, ces personnes elles sont notées les faux négatifs, donc FN. Pour l'item B, ici on privilégiera un test de bonne sensibilité. Donc comme vous l'a dit tout à l'heure Kylian, dans l'énoncé on nous dit que la maladie cause une dégénérescence musculaire, ce qui est grave, mais c'est aussi une maladie qui est curable, puisqu'on nous dit qu'il y a des nouveaux traitements, donc dans ce cas-là, on privilégiera une bonne sensibilité. Pour l'item C, on nous dit que la sensibilité, c'est VN sur VN plus FP, donc non, c'est VP sur VP plus FN, puisque la sensibilité, c'est la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade. Pour l'item D, on nous dit que la sensibilité est de 0,9. Donc c'est bien vrai, puisqu'on sait que la sensibilité, c'est les vrais positifs sur la somme des vrais positifs et des faux négatifs. Donc pour trouver ça, on peut utiliser le tableau de contingence de tout à l'heure. On remplace par les données qu'on a dans le tableau, et en tout, ça nous fait 0,9, donc l'item était bien vrai. Pour l'item E, l'efficacité diagnostique est de 0,8. Donc pour calculer l'efficacité, on a cette formule qui est la somme des vrais positifs et des vrais négatifs sur la somme de tout le reste en fait, du tableau. Et donc on remplace par les données du tableau de contingence, et en tout ça nous fait 0,8, donc c'était bien vrai. Donc les lettres pour ce QCM c'était B, D, E. Après, pour le QCM 6, c'était toujours en rapport avec la maladie. Donc on nous dit pour l'item A que la valeur prédictive positive est la probabilité d'avoir un test positif lorsqu'on est malade. Donc non, c'est pas ça, c'est la probabilité d'être malade lorsqu'on a un test positif, donc représentée par la VPP, donc la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test positif. Pour l'item B, on nous dit que VPP égale à 0,84, donc c'est bien vrai, parce que la VPP c'est les vrais positifs sur la somme des vrais positifs et des faux positifs, et c'est aussi égal à cette formule, mais là on pouvait utiliser avec encore le tableau de contingence, on avait les données, et en tout ça nous faisait 0,84. Pour l'item C, c'était vrai, c'est aussi la formule de la VPN qui est dans le cours.
Pour l'item D, on nous dit que la fonction représentée par la courbe ROC est spécificité égale f de 1 moins SE. Donc là, c'est l'inverse, c'est la sensibilité qui est égale à f de 1 moins SP, et donc là, on peut bien le voir. Donc ici, vous avez la courbe ROC qui est ici. Donc c'est SE, comme on voit bien dans la formule, en fonction de 1 moins SP. Donc c'est pour ça que ça s'écrit comme ça. Donc pour l'item E, il était vrai, on nous dit que le cours supérieur gauche de la courbe ROC correspond à SE égale 1. Donc SE, il se rapproche de 1. On peut imaginer que là c'est 0 et là c'est 1. Et que SP égale à 1. Donc là on voit bien que 1 moins SP, c'est égal à presque 0. Donc 1 moins SP, si on passe de l'autre côté, ça fait SP égale 1. Donc plus la courbe se rapproche du coin supérieur gauche, meilleur le test est. Donc voilà, je vous laisse avec Fanny pour les prochains QCM. Alors du coup, là, on va corriger un QCM de cours sur les variables aléatoires et les lois de probabilité. Donc, dans l'item A, on nous dit l'espérance mathématique correspond à la valeur moyenne théorique d'une variable aléatoire, donc ça c'est vrai. Ensuite, les principales lois de variables aléatoires discrètes sont la loi de Bernoulli, la loi binomiale, et du coup c'est pas la loi normale mais c'est la loi de Poisson, parce que la loi normale c'est une loi de variable continue. L'item C, la loi de Poisson dépend de 2 paramètres, alors ça c'est faux, parce que la loi de Poisson elle ne dépend que de un seul paramètre lambda, qui correspond à sa moyenne et à sa variance, voilà. Ensuite, l'item D, la concentration de globules rouges dans le sang constitue une variable continue. Donc là, c'est vrai parce que une concentration, c'est pas un nombre entier. Il y a des décimales, etc. Donc ça peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné, voilà. Donc c'est bien continu. Et ensuite, le diagramme ci-contre représente la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Donc là c'est vrai parce qu'on voit qu'on a des bâtons comme ça, donc c'est des chiffres entiers et c'est discret, voilà. Donc voilà, comme on nous dit, c'est que ça peut prendre que certaines valeurs. Donc c'était A, D et E les réponses vraies. Donc le QCM 8, l'équipe de maths s'ennuie et décide de lancer un dé à 6 faces. Il souhaite obtenir un 5. Il réalise 51 lancers de façon répétée et indépendante. Donc l'item A, pour chaque lancer, la probabilité d'avoir 5 et 1 cinquième, là c'était un petit piège parce que notre dé il a 6 faces, donc c'est bien 1 sur 6 en fait. Ensuite, cette épreuve suit une loi binomiale de paramètres B, 51, 1 sixième. Donc on sait que entre parenthèses c'est N et P, donc le N il est bien égal à 51 parce que c'est le nombre de fois qu'on va lancer notre dé, et le P c'est 1 sixième, c'est la probabilité d'avoir le chiffre 5. Donc voilà, on écrit ça comme ça. Alors le C est faux, l'espérance n'est pas égale à 7,08. Donc l'espérance dans le cas d'une loi binomiale, on utilise la formule de l'espérance égale n fois la probabilité. Donc ici c'est 51 fois 1 sixième et c'est égal à 8,5. Ensuite, la probabilité d'obtenir 10 fois le nombre 5 sur les 51 lancés est environ égale à 0,12. Donc là on va utiliser cette grande formule qui est dans le cours. Et il faut bien identifier les lettres pour pas se tromper. Moi ce que je faisais c'est que je mettais sur mon brouillon N ça correspond à quoi, K et P pour pas se tromper. Donc le N c'est toujours 51, ça c'est notre nombre de lancers, il ne change pas. La probabilité c'est toujours la même, c'est toujours 1 sixième. Et le K du coup c'est c'est 10. Donc c'est parce que dans l'énoncé on nous dit la probabilité d'obtenir 10 fois. Donc voilà, c'est K et donc ça change en fonction de notre question.
Donc c'était bien vrai, c'était bien égal à 0,12 quand on appliquait la formule. Euh, donc pour chaque lancer, la probabilité de ne pas obtenir un 5 est 5 sixièmes. Du coup, là, c'est l'inverse de l'item A, c'est que du coup, ben, c'est la probabilité d'obtenir toutes les autres phases, sauf celle-là avec le 5, donc ben, c'est le reste, donc 5 sixièmes. Voilà, donc oui, on fait 1 moins la probabilité, et donc 5 sixièmes. Donc c'est bien B, D et E. Et donc pour le QCM9, on nous dit que dans une station de lavage automatique, on estime le nombre de passages par heure à 3. Les horaires d'ouverture sont du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 19h30. Alors là, d'après l'énoncé, la loi utilisée est la loi binomiale, donc ça c'est faux parce qu'on voit qu'on n'a qu'un seul paramètre. Quand on a un seul paramètre, c'est la loi de Poisson, parce que on observe un certain nombre d'événements rares pendant une période donnée. Donc là, c'est le fait de voir 3 personnes en 1 heure. Donc voilà. B, la probabilité de ne voir passer personne en 1 heure est de 5%. Alors là, on a la formule de la loi de Poisson. Donc on fait exponentielle de moins lambda. Lambda, c'est 3 ici, parce que on voit 3 personnes en 1 heure, fois lambda puissance k. Donc le k, ben, comme la question précédente, c'est qu'il change, divisé par k factoriel. Donc ici, ben, on remplace avec les données qu'on a, et on trouve bien 5%. Enfin, on trouve ce chiffre-là, et après on fait fois 100 pour avoir le pourcentage, et on a bien 5%. Donc c'était vrai. Ensuite, la probabilité de voir passer 4 personnes en 1 heure est de 1,8%. Donc là c'est faux, pourquoi parce que quand on remplace le k du coup par 4, et non plus 0 comme les questions précédentes, on trouve 0,168, on fait fois 100 et ça fait 16,8% et pas 1,8. La probabilité de voir passer 6 personnes en une matinée est de 5%. Alors là, on sait qu'en 1 heure, on voit 3 personnes, donc le lambda il est égal à 3, mais dans la matinée, il y a 3 heures, de 9h à midi. Donc du coup, on va multiplier ce lambda par 3. Donc théoriquement, on devrait voir 9 personnes en 3 heures. Et donc ici, le k, ben, c'est 6. Et donc du coup, on applique la formule et on trouve 9%. Et donc ensuite, le dernier item, la probabilité de voir passer 28 personnes en une journée est de 6,7%. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que pareil, on modifie un peu notre lambda. Donc on calcule, donc le matin, c'est 3 heures. De 14h à 19h, il y a 5 heures. On rajoute 30 minutes. Et du coup, ça fait 8,5 heures fois 3. Donc théoriquement, on devrait voir 25,5 personnes à la journée. Et donc notre paramètre K, c'est 28. On applique encore une fois la formule et on trouve 6,7%. Et donc les items, c'était B et E. Et du coup, je vais vous laisser avec Chloé pour les questions suivantes. Ok, on va passer à la correction du coup des QCM 10 à 12. Donc le QCM 10, c'est un QCM sur la loi normale. On va essayer de s'y attarder un peu parce que c'est généralement quelque chose qui pose un peu problème. Donc là, on vous donnait une loi normale qui n'est pas centrée réduite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une moyenne de 0. Elle a une moyenne, là on vous dit, qui est égale à 25 secondes avec un écart type qui est égal à 10 secondes. Alors, l'item A, qui disait que la loi normale est une loi de variable aléatoire discrète était faux parce que c'est une loi de variable aléatoire continue. On va pas s'attarder sur cet item-là parce que vous avez déjà fait un QCM de cours avec Fanny.
L'item B, par contre, là, on entre dans le vif du sujet avec la loi normale. L'item B nous dit que la probabilité qu'un lavage de main dure moins de 25 secondes est de 42%. Là, il faut automatiquement que vous remarquiez que le 25 secondes qui vous est donné, il correspond en fait à la moyenne de votre loi normale dans le cas présent là, de ce QCM-là. Et automatiquement, il faut que vous sachiez que votre moyenne, c'est la valeur pour laquelle 50% la probabilité qu'une valeur se situe en dessous est de 50% et la probabilité qu'une valeur se situe au-dessus est aussi de 50%. Donc ça doit être automatique. Si vous voyez la moyenne, vous devez savoir que ce soit la probabilité que ça dure moins ou que ça dure plus, c'est 50%. Donc c'est pour ça que l'item B est faux. Voilà. L'item C, maintenant, ça aussi c'est un cas typique de la loi normale. La probabilité que la durée d'un lavage de main soit égale à 20 secondes est de 40%. Comme on l'a dit dans le premier item, la loi normale, c'est une loi de probabilité qui s'applique aux variables continues. Et pour les variables continues, la probabilité que votre durée en fait soit égale à une valeur précise est tout le temps égale à 0. On va vraiment raisonner uniquement sur supérieur ou inférieur ou alors compris entre deux valeurs bornes. Donc systématiquement, si vous voyez avec une loi normale que votre valeur, la probabilité que votre valeur soit égale à quelque chose, c'est forcément faux parce que c'est forcément égal à 0. Ensuite, l'item D, la probabilité qu'un lavage de main dure plus de 30 secondes est de 0,31. Donc là, c'est là que ça se corse un peu. C'est parce que présenté comme ça, vous ne pouvez en fait pas répondre à l'item. Parce que la loi normale, pour trouver les valeurs, vous avez besoin de vous référer à la table que vous avez donnée en fin de sujet ou alors qui était affichée aussi pendant la durée de la colle sur le live. Et le truc, c'est que cette table, elle s'applique uniquement à la loi normale cintrée et réduite. Et là, dans votre QCM, votre loi normale, elle n'est ni cintrée ni réduite. Donc, pour pouvoir répondre à cet item, il va d'abord falloir que vous centriez puis réduisez votre loi normale. Comment on fait ça ? On pose en fait une nouvelle variable qui, elle, suivra une loi normale centrée réduite. Donc c'est pour ça que vous voyez d'abord dans la correction une probabilité pour x et après une probabilité pour z. C'est parce que z suit une loi normale centrée réduite et x suit la loi normale de votre QCM. Donc, pour faire passer en fait votre variable de la loi de votre QCM à la loi normale centrée réduite, il faut d'abord que à votre valeur, vous retiriez la moyenne, puis que vous divisiez par l'écart type. C'est ce qui correspond en fait à cette formule-là. Du coup, à partir de là, il s'agit d'une simple application. 30 moins 25, ça fait 5, divisé par 10, ça fait 0,5. Et donc, en fait, la probabilité que votre variable de votre QCM soit supérieure ou égale à 30, ça correspondra à la probabilité qu'une variable suivant la loi normale centrée et réduite soit supérieure ou égale à 0,5. Donc maintenant, vous allez pouvoir chercher cette valeur de 0,5 dans la table de votre loi normale centrée réduite. Donc on va revenir un peu sur l'utilisation de la table de la loi normale. Sur les bords, donc la première colonne et la ligne du haut, c'est les valeurs de votre alpha. Rappelez-vous, alpha, ça correspond à la probabilité que votre valeur, en fait, elle soit en dehors d'un espace défini par des bornes qui correspondent au nombre que vous recherchez. En l'occurrence, le alpha qu'on va rechercher, c'est celui qui correspondra à la probabilité que la valeur soit supérieure à 0,5 et inférieure à moins 0,5. Cette valeur de 0,5, vous allez en fait chercher dans le cœur du tableau la valeur qui s'y rapproche le plus. En l'occurrence, c'est celle qui est entourée en rouge de 0,4958. Et après, pour lire votre alpha, vous prenez le chiffre des dixièmes
qui correspond à la ligne et le chiffre des centièmes qui correspond à la colonne. Donc ici, on a une valeur d'alpha de 0,62. Mais si vous avez un peu suivi ce que je disais, ce alpha, il correspond en fait aux deux extrémités de la courbe. C'est-à-dire à la partie qui est supérieure à 0,5 et à la partie qui est inférieure à moins 0,5. Donc vous allez devoir prendre le alpha divisé par 2 parce que vous n'en avez absolument rien à faire de la probabilité que votre valeur elle soit inférieure à moins 0,5. Donc, vous allez diviser votre alpha par 2 et votre 0,62, en fait, la valeur qui vous intéresse, c'est 0,31. Et là, du coup, vous avez votre valeur, votre probabilité que z soit supérieur ou égal à 0,5 qui est égal à 0,31 et qui correspond donc à la probabilité que votre x, la variable qui vous intéresse vous, soit supérieure ou égal à 30. Donc, l'item D était vrai. Pour l'item E, la probabilité qu'un lavage de main dure entre 18 et 35 secondes est de 0,6. C'est le même principe, sauf qu'il va falloir l'appliquer 2 fois parce que là, ce que vous recherchez, c'est bien un intervalle et pas juste une valeur seuil supérieur ou inférieur. Donc, en fait, vous allez devoir centrer, réduire 2 fois, en somme, le 18 et le 35. Donc vous faites ça et vous vous retrouvez avec des valeurs que vous allez devoir rechercher dans le tableau de 0,7, c'est-à-dire moins 0,7 qui est votre valeur minimale et 1 qui est votre valeur maximale. Vous cherchez ces valeurs-là dans le tableau. Donc la valeur la plus proche de 1, c'est 0,9945 qui correspond à un alpha de 0,32. Et la valeur la plus proche de 0,7, c'est 0,7063 qui correspond à un alpha de 0,48. Et là, encore une fois, il va falloir prendre que la moitié de votre alpha parce que vous vous intéressez en fait qu'à un seul côté de la courbe là pour votre, si vous regardez ce schéma-là, votre valeur seuil de moins 0,7, il vous intéresse que de ce côté-là. Vous n'avez pas besoin de la même chose de ce côté-là. Donc, vous prenez la moitié de votre alpha. Et après, la deuxième chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est que là, vous ne voulez pas les valeurs qui sont en dehors de vos seuils, mais bien à l'intérieur. Donc, du coup, il va falloir faire 1 moins les alphas que vous avez trouvés, chacun divisé par 2. Donc, ça vous donne au final une probabilité que votre variable d'intérêt soit comprise entre 18 et 35, qui est égale à 0,6. Les réponses vraies, c'était donc D et E. Ensuite, le QCM 11, qui était un QCM de cours sur les dérivés. On va passer assez vite parce que ça, c'est des notions que vous avez déjà travaillées au lycée. Donc, l'item A était vrai, c'est la définition de base d'une dérivée qu'il faut vraiment connaître sur le bout des doigts. Il ne faut pas vous faire avoir là-dessus, ça serait un peu bête quand même. Ensuite, l'item B, c'est pareil, une définition à connaître sur le bout des doigts, sauf que cette fois, c'est la définition mathématique de la pente d'une droite, tout simplement. L'item C, pareil, c'est encore une définition, sauf que là, c'est sous forme de notation mathématique, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de la même chose qu'à l'item A, sauf que vous utilisez la notation des limites. Et donc là, faites bien attention, la dérivée, on l'utilise effectivement quand delta x tend vers 0, parce que sinon, c'est plus une dérivée, ça veut rien dire. Donc ça, c'est encore une fois une définition à connaître, à savoir reconnaître à la fois sous forme de phrase et sous forme de formule mathématique. L'item D, c'était une simple formule de dérivée, donc là aussi c'est des formules à connaître. La dérivée d'un produit de fonction, c'est bien égal à U' fois V plus U fois V'. C'est pas un moins entre les deux. Le moins, vous le retrouvez quand c'est la formule d'une dérivée d'un quotient de fonction. Faites attention à ne pas confondre les deux.
Et enfin, l'item E, alors là, il faut savoir en fait reconnaître la notation, c'est une notation un peu barbare. Là, en fait, vous avez une fonction de fonction. C'est pour ça que vous avez toutes ces parenthèses englobées et vous voulez la dérivée de cette fonction de fonction. Et la dérivée d'une fonction de fonction, c'est bien cette formule-là, u' de x multiplié par f' de x, f', mais justement pas de x, mais de u de x. Et donc les items vrais, oui, alors faites attention, vous pouvez aussi trouver cette notation avec le petit cercle entre les deux. Il nous semble que c'est pas celle que vous avez dans votre cours, néanmoins elle existe aussi, donc et il est là juste dans un coin de votre tête pour pas vous demander de quoi il s'agit si vous tombez dessus par hasard. Et du coup, les items vrais, c'était les items A, B et E. L'item 12, il s'agissait le QCM 12, il s'agissait cette fois d'un QCM d'application sur les dérivés, et en fait on va juste s'attarder sur les deux premiers items, parce que quand vous regardez votre fonction, vous vous dites à première vue que c'est une fonction un peu barbare, avec plein de x, de racine carrée de x, avec des parenthèses, et en fait il faut que vous appreniez à reconnaître les identitaires marquables, parce que ça va souvent vous simplifier la vie pour réduire en fait votre fonction et retrouver quelque chose de plus simple. Et c'est pour ça que les deux items, les items A et B, en fait, étaient là pour vous guider un peu, pour que vous retombiez sur une fonction que vous savez étudier et que vous savez dériver. Donc l'item A était vrai. On peut effectivement écrire cette fonction barbare du début sous la forme f de x est égal à 36x carré moins 64x. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il s'agissait en fait d'une fonction sous forme d'identitaire marquable qui correspondait à donc cette identitaire marquable-là, a moins b facteur de a plus b, et qui peut se développer sous la forme a carré moins b carré. C'est-à-dire que en fait, votre a est égal à 6x, votre b est égal à 8 racine carrée de x, et vous appliquez à chaque fois un carré. Donc du coup, le carré de 6x, c'est bien 36x carré, et le carré de 8 racine carrée de x, c'est bien 64x. L'erreur qui était faite en fait dans l'item B, c'est que si vous appliquez le carré uniquement à votre variable et pas à la constante devant. C'est quelque chose qu'on fait parfois comme erreur, en particulier quand on commence à utiliser les propriétés des carrés et puis des autres exposants. Mais il faut bien penser que c'est pour ça que je vous ai mis les parenthèses sur le diapo ici. Le carré, il se porte à la fois sur le 6 et sur le x, et ici à la fois sur le 8 et sur la racine carrée de x. Voilà. Ensuite, les items C et D, en fait, il s'agissait de dériver votre fonction. Et du coup, dans l'item C, en fait, vous tombiez sur cette fonction dérivée si vous vous étiez trompé dans votre simplification de votre fonction et que vous aviez oublié d'appliquer les carrés sur les constantes devant vos variables. Donc l'item C était faux, alors que l'item D, par contre, était vrai. On ne va pas revenir sur comment vous trouviez votre dérivée, parce que là, il s'agissait vraiment de fonctions toutes simples. Remarquez juste qu'en fait, vous pouvez décomposer votre fonction en deux parties, la partie avec le x carré et la partie avec le x, mais vous avez peut-être aussi appris au lycée à dériver directement les polynômes. Et il s'agit en fait d'une dérivée de polynôme. Donc c'est à vous de voir si vous avez besoin de passer par la décomposition de la fonction en petites parties toutes simples que vous savez dériver sans aucun problème, ou si vous pouvez y aller directement avec les dérivées de fonctions polynômes. Et enfin, l'item E, c'est un item que le professeur Duroux il fait tomber parfois en partiel. Là aussi, c'est en fait une propriété de la dérivée. Ça vous rappelle peut-être des choses si je vous parle de tableau de signes et de tableau de variation au lycée. Mais pour faire simple, quand vous avez une fonction initiale qui est une fonction polynôme,
Votre dérivée vous permet de trouver votre fonction votre valeur extrême de la fonction quand en fait la dérivée est égale à 0. Donc effectivement, la valeur ici minimale de la fonction, parce que votre coefficient a de votre fonction polynôme est bien positif, donc du coup ça va être une valeur minimale. Votre valeur minimale est donc atteinte lorsque f' de x est égal à 0. Et du coup, ce qui va vous intéresser, c'est de trouver la valeur de x pour laquelle f' de x est égal à 0 et du coup f de x atteint sa valeur minimale, pardon. Et ça, c'est une équation vraiment toute simple. Donc vous posez la fonction dérivée est égale à 0 et après vous équilibrez votre équation et vous trouvez du coup un x égale à 8 neuvièmes qui est le x pour lequel votre f atteint sa valeur minimale. Voilà, donc du coup je vais vous laisser avec Hélène pour la suite de la correction. Bonsoir, du coup on va passer à la correction du QCM 13. Donc le QCM 13 c'était une petite dérivée. Donc l'item A il est faux. Pour la formule de la dérivée du quotient de deux fonctions, c'est donc u'v moins uv', le tout divisé par v au carré. Donc on remet le dénominateur en bas. L'item B il était faux. Alors si v est égal à x au carré plus 1, v', c'est la dérivée et non pas la primitive. Donc ici, dans cet item, c'était la primitive qui vous était donnée. Donc là, si on dérive, on obtient 2x. L'item C, il était vrai. Donc si u est égal à 4x moins 3, si on dérive, mais on obtient tout simplement 4. L'item D, il était faux. Alors, le dénominateur, comme on l'avait vu à l'item A, c'est v au carré et non pas u au carré. Donc du coup, on va le calculer à l'item E, qui était vrai. Donc, grâce aux items précédents, on a trouvé que u est égal à 4x moins 3 et v égale à x au carré plus 1. Donc, u' est égal à 4 et v' est égal à 2x. Du coup, on va remplacer dans notre formule qu'on avait à l'item A, donc u' fois v moins v' moins donc v' fois u, le tout sur v au carré. Donc, on remplace et on obtient, une fois qu'on a tout développé, f' de x est égal à moins 4x au carré plus 6x plus 4, le tout divisé par x au carré plus 1 au carré. Donc les items vrais pour ce QCM étaient C et E. Le QCM 14, c'était un petit QCM de cours concernant les différentiels. Donc l'item A, la différentielle est une bonne approximation de l'accroissement si dx est suffisamment grand. Il est faux, c'est si dx est suffisamment petit. L'item B, il était vrai, c'est une petite formule de cours tout simple, c'est la différentielle du logarithme. L'item C, il était faux. Alors, ici, c'est la différentielle quand f est dépendant de plusieurs variables. Donc là, on fait des différentiels partiels qu'on ajoute. Donc, la différentielle partielle s'écrit des ronds de y sur des ronds de u, et non pas des ronds de u sur des ronds de y. Donc il faut bien faire attention à avoir la bonne écriture de la formule. L'item D, il est faux. L'incertitude absolue représente la valeur maximale dont on peut se tromper en donnant le résultat de la mesure, et non pas la valeur minimale. Et l'item E, il était vrai. Donc du coup, pour ce QCM, les bons items, c'était B et E. Donc je vous laisse pour le QCM 15 avec Linda. T'as mis en anglais? Oui. Ok. Vous m'entendez là? Bon, je continue au pire. Et du coup, je recommence vite. Donc là, on avait une différentielle avec une pomme d'amour qui était assignée à une sphère.
Toujours pas? C'est bon. Et du coup, à une sphère. On nous donnait le diamètre et l'épaisseur du caramel. Donc, on nous demandait dans le premier item le volume de la sphère. Le volume d'une sphère, c'est donc 4 tiers de pi r au cube. Ici, on avait bien le rayon et pas le diamètre, il faut faire attention. Généralement, dans les énoncés, c'est le diamètre qu'on donne, mais il faut bien mettre en rayon, donc on divise par 2. Et donc à la fin, on se retrouvait avec un volume, en adaptant la formule, de 220,89 cm3. Attention, c'est bien en cube parce qu'on a un volume. Ensuite, on nous disait dV est égal à 4 pi r au carré. Alors attention, quand on calcule dV, il ne faut pas oublier la variation de rayon qui s'appelle dr. Parce qu'en fait, dV, c'est égal à V' fois dr. Donc à chaque fois, quand on calcule dV, on met bien V', donc 4 pi r au carré, fois dr, la variation de rayon. Ensuite, item C. Le volume du caramel autour de la pomme correspond à dV, oui, c'est donc l'épaisseur de caramel, et donc en fait ça correspond au volume. Donc c'est bien à ça que correspond le dV. Item D, on demandait du coup de calculer le dV. Alors, dV, on l'a vu la formule juste avant, c'est 4 pi r au carré fois dr. Donc là, on met nos données, ça fait 4 pi fois 3,75, c'est donc le 7,5 du diamètre divisé par 2 au carré, fois les 0,9 dr, donc en fait l'épaisseur de caramel. Et donc on se retrouvait avec un dV environ égal à 123,7. Attention, là, la valeur était bonne, le petit piège c'était le centimètre carré. Centimètre carré c'est une surface, et donc là on cherchait un volume, donc c'est bien centimètre cube. Donc l'item était faux. Ensuite, item E, le caramel correspond à 56% de la pomme d'amour. Donc là, en fait, ce qu'on cherchait, c'est dV sur V. Donc là, il y avait deux méthodes. La méthode, on va dire, un petit peu plus théorique, c'est la différentielle logarithmique. On a vu normalement dans le cours avec Duroux que f de x, qui est égal à a fois x à la puissance r. Sa dérivée logarithmique, ça fera d de f de x sur f de x, qui sera égal à r, la puissance, fois dx sur x. X étant la variable. Donc là, notre variable, c'est quoi? C'est le rayon. Donc en fait, on adapte. A, c'est la constante devant la variable, c'est donc 4 tiers de pi. X, c'est R, le rayon. Et la puissance, c'est 3. Donc on adapte. dV sur V, on se retrouve bien avec R qui est 3 fois dr sur R. Et donc on adaptait avec nos données. On se retrouvait avec un résultat environ égal à 0,56. Donc là, on multiplie par 10 pour avoir le pourcentage. Ça nous fait bien 56%. Donc en fait, pour ce QCM, c'était les items CE qui étaient vrais. Ensuite, QCM 16, c'était une différentielle une fonction du coup qu'on dérivait selon plusieurs variables, x, y et z, qui était égale à 2 racines de x plus exponentielle de yx moins 1/6 de yz au carré. Donc là, item A, on nous donnait du coup la formule théorique. Donc d de f, je vais la remettre, d de f était égal du coup à delta f sur delta x dx, delta f plus delta f sur delta y dy, plus delta f sur delta z dz. Et donc ça, c'est bien la formule qu'on utilise. Il faut faire attention, ici, les variables, elles sont en bas et le f est en haut. Et il faut que ça corresponde aussi avec les d de chaque côté. Ensuite, donc l'item A était vrai. L'item B, la dérivée de f par rapport à x, soit delta de f sur delta de x, est égal à 1 sur racine de x plus y exponentielle yx. Donc là, pour calculer la dérivée de f par rapport à x, il faut considérer les autres variables, c'est-à-dire y et z, comme des constantes. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Ici, donc, le premier terme, à la fin, du coup, on avait un x dedans, donc on adaptait, ça nous faisait 2 fois 1 sur 2 racines de x. L'autre terme aussi, si je reviens avant, là, l'autre terme aussi, c'était exponentielle de yx. Donc là, en fait, on dérive par rapport à x et on considère y comme une constante, donc on va le passer devant et on se retrouve du coup avec y exponentielle de yx. Et du coup, le troisième terme, en fait, il n'y avait pas x dedans, donc en fait, on le considère comme une constante et c'est nul. Donc là, par rapport à x, on se retrouvait avec 1 sur racine de x plus y de e à la puissance yx. Donc en fait, l'item B était vrai. Ensuite, l'item C, c'était pareil, mais on dérivait par rapport à y. Donc là, pareil, on considère que x et z sont des constantes. Et du coup, on se retrouvait, donc je ne vais pas le détailler, donc en fait, le premier terme, il n'y avait pas de y dedans, donc on considère comme une constante. Ici, on avait du coup x comme constante en puissance, donc on l'avait passé devant. Et pareil, moins 1 sur 6 z carré, parce qu'il y avait y comme une constante devant. Et donc on se retrouve avec x exponentielle de yx moins 1/6 de z au carré. Et donc l'item était aussi vrai. Pour l'item D, en fait, là, on avait tous nos résultats. Et on disait que du coup, df, c'était égal à la dérivée en fonction de y, dx, la dérivée en fonction de x, dx, la dérivée en fonction de y, dy, et la dérivée en fonction de z, dz.
Donc là, la dernière valeur à chercher, c'était en fonction de z. Pareil, le premier terme, il n'était pas dépendant de z, donc on s'en fout, on le met égal à 0. Le deuxième aussi, et du coup, on adapte juste en fonction du troisième terme. Et du coup, ça nous faisait moins 1 sixième de y fois 2 fois z. Donc en fait, ça nous fait moins 2 sur 6 yz, donc moins 1 tiers de y fois z. Et donc à la fin, on mettait toutes nos valeurs, en fait, là, la dérivée en fonction de x ici, la dérivée en fonction de y ici, et celle en fonction de z ici, et on obtenait ça. Et donc ce qui était faux, c'est que ici, il y avait un 2 en trop, et ici, il y avait un 6 en trop. En fait, il y avait moins 1 tiers. Ensuite, item E, delta f est nommée incertitude absolue et est toujours positive. Alors oui, delta f c'est bien l'incertitude absolue, elle est subjective, toujours positive, et elle a des unités. Parce qu'en fait, on ne la divise pas par sa valeur. On ne confond pas avec l'incertitude relative qui est sur f et du coup elle qui n'a pas d'unité. Donc finalement, les items vrais, c'était A, B, C, E. Salut, du coup on se retrouve pour le QCM17 sur le petit Tour de France qui est de retour. Donc c'est pareil sur que les différentiels, sauf qu'on n'est pas sur un volume, on est sur une aire. Donc l'aire d'un vélo, j'espère que vous avez bien compris que vous avez la roue comme ça, et on prend l'aire de la face, juste on n'a pas besoin de multiplier par 2 ou faire quoi que ce soit. On prend juste simplement la formule de l'aire avec pi r au carré. Donc on divise bien le diamètre par 2, on obtient 40 cm, on remplace dans la formule et on obtient 5026,55 cm². Ensuite, pour faire la dérivée de l'aire, on doit dériver l'aire, voilà. Donc au lieu d'avoir pi r au carré, on dérive r au carré, ça fait 2 pi r, et on multiplie bien par delta r. Donc voilà, vous avez tout expliqué. Pour retrouver l'incertitude absolue, ça c'est, et pas l'incertitude relative, on fera attention au piège avec le QCM CDE. Donc voilà, l'incertitude absolue. Du coup, on prend bien delta R et pas delta D. On divise donc delta D par 2, on trouve 1 cm. Et on peut alors l'injecter dans la formule. Donc, l'incertitude relative, c'est bien delta A sur A, qui fait donc le 80π de notre différentiel divisé par l'aire absolue, enfin l'aire totale de la roue. Ça fait donc 0,05. Il faut faire attention qu'il n'y a pas d'unité parce qu'on divise des centimètres carrés divisé par encore des centimètres carrés. Donc des centimètres carrés divisé par des centimètres carrés, ça fait pas d'unité. Donc voilà, pas d'unité. Et l'incertitude relative est donc de 0,05. Les lettres bonnes étaient AB. Et une petite blague sur le vélo, est-ce que vous savez comment s'appellent des cyclistes qui ne se dopent pas? Ce sont des cyclistes amateurs, voilà, parce que tous les professionnels se dopent, c'est bien connu. Et pour le QCM 18, vu que vous ne l'avez pas vu en cours, on va passer dessus. Je vais juste vous donner les lettres pour ceux qui l'auraient vu en avance. C'était donc les lettres A, C, E. Et donc dans le Socrative Postcall, vous avez McDonald's, voilà, vous avez la référence. Et une petite photo avec nos têtes. Donc là, il y a Marie, il y a moi, Chloé, Eline, Adriana, Fanny et Linda. Donc je vous fais des gros bisous. Et on se dit à jeudi dans 2 semaines. Bisous!